gold under the bright skies. Nous venons vous faire découvrir certaines vérités qui vont vous apporter l'éclaircissement au secteur de douane par celui qui est mieux placé de vous expliquer mot à mot concernant ce secteur qui est Monsieur Jacques Matondo, à qui je dis bonjour Monsieur Jacques. Bonjour Madame. Monsieur Jacques, est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs qui vous suivent? Merci beaucoup Madame pour cette visite chez nous. Je suis M. Jacques Matondo Luto, président du collectif des déclarants en douane. C'est moi qui assigne la coordination de cette corporation qui a pour mission de défendre et de protéger la profession des déclarants en douane et aussi d'assurer la formation et l'intégration socio-professionnelle des déclarants en douane dans la République démocratique du Congo. Voilà, vous avez suivi la présentation de M. Jacques, qui il est. M. Jacques, dites-nous, pourquoi est-ce que la population congolaise, en général, aujourd'hui, s'est plaint pour ces secteurs de douane par rapport au prix? Merci beaucoup. Et je voudrais vous dire d'emblée ici que c'est un problème d'information. On dit, quand on n'a pas la connaissance, on meurt parce qu'on peut se faire... comment il faut dire, escroquer ou tromper par quelqu'un d'autre. Les gens se plaignent de la douane, mais il faudrait faire le distinguo entre la douane et les dédouanements. La douane en soi, c'est le fait de payer, il faut utiliser le terme terre à terre pour que les gens comprennent. Déjà, le fait de payer les droits et taxes dit soit à l'importation quand vous faites une marchandise en République démocratique du Congo, ou soit à l'exportation quand vous faites sortir une marchandise de la République démocratique du Congo. Parce que ne pensez pas seulement que nous ne faisons qu'importer. La RDC aussi exporte. Les minéraux qui sont extraits chez nous doivent sortir par le biais de l'exportation. Et il faut souscrire une déclaration en douane pour ça. Mais au-delà des droits et taxes que nous payons, il y a les frais connexes qui font qu'une globe, quand la personne qui a importé aura la facture qui lui sera présentée, va trouver que la facture elle est lourde. La douane chez nous, elle n'est pas chère. Les taux d'imposition dépendent de la nature des marchandises. Je vais vous donner un exemple. Si vous importez des pinets, les pinets ce sont des biens pour l'usage de tout le monde. Si vous avez un véhicule, vous aurez besoin de pinets. Pour que les transports fonctionnent, il faut des pinets. Donc les pinets sont taxés par un taux réduit. Ok? Les taux d'imposition des pinets sont réduits. Bien que comme c'est du matériel non biodégradable, il y a encore les droits de consommation qui s'ajoutent sur ça. Vous importez les laits. Les laits, c'est pour tout le monde. L'État congolais, dans sa politique, a fait que les laits soient imposés d'un taux réduit. Mais ce sont les mêmes personnes qui se plaignent. Mais si vous importez aujourd'hui une Jeep Prado, c'est un bien de luxe qui ne servira qu'à votre propre utilité et non à la communauté. Là, c'est taxé à l'extrême. On l'impose, et on suppose que vous avez beaucoup de moyens. C'est pourquoi vous avez importé ces véhicules. L'incessant plainte, Vladi, s'il vous plaît, l'incessant plainte fuse de tout le monde. Oui. Y a-t-il une tarification sur mesure par kilo y a-t-il une tarification? Veuillez nous éclairer par rapport à ça. Le tarif que nous avons nous donne les taux d'imposition. Nous sommes ici en matière d'impôt. Parce que la douane, en fait, c'est un impôt qu'on paye à l'entrée ou à la sortie des marchandises en trafic international. Il y a un tarif de taux pour chaque nature de marchandises. Ok? Et ce taux-là est appliqué sur ce qu'on appelle la base fiscale ou la valeur en douane en termes techniques quand il s'agit de l'importation ou de l'exportation. La valeur en douane, c'est quoi? C'est le prix réel que vous avez payé lors de l'achat de votre marchandise. À cela, vous ajoutez les transports, ce que nous appelons les fret, soit maritime, soit routier, soit ferroviaire, soit aérien.
que vous avez payé. Et à cela, il faudrait peut-être ajouter aussi l'assurance ou d'autres frais connexes que vous avez payés dans les pays d'importation. Tout cela constitue la base imposable. S'il s'agit d'une Prado, cette base imposable là sera taxée par exemple à 65%. Donc vous allez payer 65% de cette valeur. Mais s'il s'agit du lait, vous allez payer 15% par exemple de cette valeur imposable. Vous voyez déjà la différence des taux. Ce que ça va donner comme coût. Celui qui paye 15% et celui qui paye 65%. Celui qui paye 65% paye cher. Alors, maintenant, au-delà de cela, il y a ce que nous appelons les frais connexes. En premier lieu, je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas un port en eau profonde en RDC. Toutes les marchandises qui sont importées passent par des ports. Mais c'est Jacques, n'arrivez pas à ma question, parce que c'est la question que je voulais vous poser. Oui. Dites-nous pourquoi ce sont de mêmes services à Brazzaville et ici. Oui. Quelqu'un qui est ici en RDC préfère que sa marchandise passe par Pointe-Noire. Parce que là-bas, le prix est bas. Chez nous, c'est exorbitant. Expliquez-nous pourquoi cette différence des prix. Justement, c'est ce que voire même le triple du prix d'achat. Justement, je voulais vous en arriver à cela. Voilà. La douane, elle est universelle. Les tarifs que nous utilisons, il est universel. Il y a seulement différence de taux selon la politique fiscale de chaque pays. Mais il y a des limites qui ont été fixées, au-delà desquelles, même si vous avez besoin de beaucoup d'argent, même si ce n'est que la douane qui constitue votre source de financement des budgets, les limites auxquelles vous ne pouvez pas aller. Donc, presque les mêmes taux qu'on applique au Congo-Brazza, ce sont presque les mêmes taux qu'on applique ici en RDC, comme à Luanda ou dans d'autres pays. La différence est que, quand vous êtes au Congo-Brazza, vous ne payez que rien que la douane, plus les frais portiers, vous prenez votre marchandise, vous sortez à votre. Chez nous, dans les bulletins, si je vous prends un bulletin ici, vous allez trouver toute une panoplie de frais connexes qui s'ajoutent à la douane. Et ce sont ces frais-là qui alourdissent la facture de dédouanement. Mais la douane en soi, je vais vous donner un exemple. Vous avez un bulletin de 10 000 $. Vous devez payer à la banque. Mais si vous regardez, peut-être dans les bulletins, la douane ne vaut que 4 600 $. Donc la différence, 5 400, ce sont les frais connexes. Nous avons les ports les plus chers du monde. Vous illicitez les prix. Vous prenez un conteneur, vous l'embarquez à Durban pour Matadi. Ok? On vous facture tout au plus, grosso modo, 2 000 $ de fret. Là-dedans, manutention au port, tout compris. Les handling et tous les autres frais compris. Mais vous arrivez au port de Matadi. Le fait seulement que l'ONATRA prenne ces conteneurs dans les navires, les mettre par terre, et quand vous terminez les formalités, ils viennent les récupérer pour vous les charger sur les camions, vous devez payer 1 850 $. Monsieur Jacques, vous dites que nous avons les mêmes taux à Luanda, à Brazzaville. Presque, j'ai pas les mêmes taux. Il nous revient de constater, comme Gladys vient de les souligner tantôt, oui, que les commerçants préfèrent fréter à partir de Brazzaville. Ne voyez-vous pas que c'est un manque à gagner pour vous-même d'abord, oui, et puis vous perdez la clientèle, la crédibilité, la confiance? Non, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour la République démocratique du Congo. Les commerçants tirent profit des avantages concurrentiels qu'a les ports de Pointe-Noire. Dans quel sens? Les ports de Pointe-Noire se trouvent en eau profonde. Alors que nous, notre port de Boma et de Matadi se trouve dans les chénats. Aujourd'hui, dans la mondialisation que nous avons aujourd'hui, on a aujourd'hui, je crois, 4 grands armateurs qui font l'Afrique. Il y a SEMA, il y a SAF Marine. Alors, toutes ces sociétés ont construit des bateaux, des gros paquebots, qui à la fois peuvent transporter 10 à 15 000 conteneurs. Et ces bateaux-là ne peuvent pas accéder dans notre chénat. Ce qui fait, quand tu vas en Chine, tu achètes la machine que tu mets dans un conteneur, comme pour le moment c'est le seul mode de transport que tout le monde utilise, et d'emballage que tout le monde utilise pour transporter les marchandises, parce que c'est plus sécurisant. Tu mets dans un conteneur, destination Matadi.
l'autre achète la même marchandise que toi, il met dans un conteneur de sur Pointe-Noire, vous n'allez pas payer les mêmes frais. Pourquoi? Parce que le nôtre va d'abord transiter à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, il y a les frais de manutention et les frais portiers qui vont s'ajouter là-bas. Et tout cela sera facturé à qui? À l'armateur, c'est à ta charge. Donc à la charge de ta marchandise. Vous voyez déjà que le port de Pointe-Noire est plus avantageux et concurrentiellement il est plus avantageux que les nôtres. C'est pourquoi certains de nos concitoyens préfèrent un commerçant ne vend que comment il peut gagner plus. Préfèrent transiter leurs marchandises par ces ports-là et les acheminer par transit jusqu'en RDC. Parce que déjà ils bénéficient du fret. Les ports privés pullulent la foison. Oui. Monsieur Jacques, je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, qu'est-ce que vous, personnellement, vous préconisez pour réhabiliter les différents ports de l'État? Nous sommes dans un pays qui veut se développer ou qui est en développement. On ne peut pas interdire la construction des ports privés, à mon humble avis. Parce que... Vous ne voyez pas que ça va au détriment des ports? Le problème, c'est comment on utilise ces ports et comment l'État contrôle ces ports-là. Nous avons un fleuve ici. On ne peut pas demander aux gens de fermer tous les ports. Non. Il y a des ports qui sont des ports nationaux. C'est-à-dire qui ne servent qu'au trafic national, de la marchandise qui vient de l'intérieur ou qui vont à l'intérieur, qui peuvent y passer. Prenons l'exemple de Kinshasa, le seul port international que nous avons, c'est le Bichi-Mobile. C'est la voie de sortie autorisée par le directeur général qui en a reçu certainement mandat. Parce que normalement, la loi dit aucune marchandise ne peut entrer ou sortir de la République démocratique du Congo s'il n'est passé par une porte ou voie autorisée. La porte de voie autorisée, c'est un bureau créé par l'État par lequel vous pouvez faire entrer votre marchandise ou sortir votre marchandise. À Kinshasa, nous en avons deux. Le Bichi-Mobile et l'aéroport d'Enjili. Ce sont les deux portes d'entrée autorisées. Vous voulez faire sortir votre marchandise à partir de Kinshasa, soit vous passez par le Bichi-Mobile, ça va par Brazzaville, ou soit vous passez par l'aéroport d'Enjili, là où vous avez tous les services, c'est-à-dire la douane, l'OCC, et les services énumérés dans l'ordre opérationnel signé par le président de la République. Donc, ce n'est pas ces portes-là. Alors, les ports privés ne servent qu'à usage national. Et puis, une chose encore, Gladys, je vais ajouter. Alors, s'il faut toujours aller dans cet angle-là pour chercher à améliorer le système, le secteur de la douane dans notre pays, alors, en entrant au port, par exemple, même les passagers, les visiteurs, on vous demande déjà 500 francs avant d'accéder. Alors, à qui bénéficie cette fréquence? Je n'ai pas compris bien. On a été victime. Quand on entrait ici, on nous a demandé 500 francs à la porte. Bon, évidemment, ici, nous sommes dans les installations de l'ONACA. Et c'est un endroit où tout le monde ne peut pas entrer. C'est un endroit sensible. C'est une porte d'entrée et de sortie. Mais c'est l'agent qui identifie la personne par la carte. Au lieu de demander un 500 francs. Bon, ça c'est la politique de l'ONATRA, je ne peux pas y entrer. Okay. Ils ont nous-mêmes, nous avons des badges. D'accord. On le paye annuellement, que ce soit à Matadi ou ici à Kinshasa. Parce que normalement, dans ces genres d'endroits, on n'y entre pas et on n'y sort pas comme on veut. Même à l'aéroport, il faut avoir un accès pour accéder au tarmac. Tout à fait. Nous avons des badges que nous achetons. Mais moyennant quelque chose, moyennant... Non, on achète des badges à la RVA, à l'aéroport. Au port, on achète des badges à l'ONATRA. Ça, c'est légal. Qui sont valables pour 12 mois. Bon, en fait, M. Jacques, faisons un rétro. Vous avez parlé de l'eau profonde. C'est ce qui fait que la marchandise passe par Pointe-Noire pour arriver à Matadi. Ici, les études ne sont pas menées où on peut trouver là où il y a de l'eau profonde pour créer un port. Non, mais nous, on a les seuls pour éviter... Le seul point de contact avec l'océan que nous avons, c'est le Congo central par Banana. Donc, il y a des études qui ont déjà été menées. Il y a un projet de construction de ports en eau profonde pour la RDC. Un projet en long terme. En long terme. Oui, ça date de longtemps. Bon, ce sont des projets qui demandent beaucoup d'argent.
Je n'ai pas les chiffres réels pour vous avancer, mais je sais que ce sont des projets qui... Mais vous-même étant responsable, quelles sont les difficultés aussi que vous rencontrez dans ces secteurs? Oui, les difficultés, il y en a plusieurs. Et je vais commencer d'abord par énumérer celles qui nous embêtent le plus souvent. Les gouvernements congolais ont pris des mesures pour simplifier et faciliter les opérations de dédouanement. C'est-à-dire, ne peuvent participer à ces opérations qui est la douane, l'OCC, la DGM et la quarantaine. Ce sont ces services-là. Et chacun de ces services a ses missions. La douane, c'est pour percevoir les droits et taxes dits au trésor public. Et avant cela, ils doivent vérifier si la déclaration souscrite elle est conforme aux marchandises qui sont présentées à la douane. L'OCC fait le contrôle des qualités et des quantités. Et toute marchandise qui doit entrer en RDC doit être contrôlée si cela n'a pas été fait au pays d'importation, pour qu'on ne donne pas aux Congolais des produits périmés. Ou, voilà. La DGM, c'est pour les flux des personnes qui viennent. Quand un navire arrive au port, ou un avion qui arrive au port, même s'il n'a pas de passagers, il n'a que de la marchandise, mais il y a toujours l'équipage. Cet équipage-là doit être contrôlé. Peut-être qu'ils ont transporté par des verres et des marchandises prohibées à l'importation, par exemple de la drogue ou de l'argent frais, tout ça, ce qui devait passer par les banques. Donc, la DGM fait ce travail-là. Et la quarantaine, qui a une mission aussi presque similaire à l'OCC, mais pour elle, c'est plus pour ce qui est des animaux, tout ça. Et c'est ça les services. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Si je vous amène maintenant au TCPK là où on est en train de faire, les gens sont en train de faire le travail, vous allez constater qu'il y a une multitude innommable de services. Vous avez la DEMIAP, vous avez... Donc tout le monde est là. Alors qu'à l'entrée, s'il y a un ordre de protection, c'est bien affiché les services habilités. Ces services, la police doit être là pour la sécurité. Ok? La DEMIAP a ses missions, mais qui n'ont rien à voir avec les dédouanements. C'est la frontière. La DEMIAP doit être là. Et là, ses missions, dans le cadre des contrôles et des surveillances de la frontière. Mais au lieu de rester là-bas, non, ils vont aller outre leurs attributions. Entrer dans ce qui contrôle. Et cela embête même les douaniers, même nous-mêmes. Vous avez parfois même... C'est-à-dire, on ne sait même pas nommer. Donc vous n'arrivez même pas à contrôler les secteurs dont vous êtes amis. Okay. Et c'est tout le monde là qui vient, c'est des embêtements. Monsieur Jacques... C'est parmi les difficultés. L'autre difficulté, c'est... On a informatisé les systèmes. Oui, le scanner. Les déclarants se plaignent, les commerçants également. À quoi sert? Quelle est l'utilité du scanner dans les ports? Mais le scanner, c'est un outil de facilité et de simplification. Je disais tantôt ici que le système chez nous, il est déclaratif. Vous faites votre déclaration que vous présentez à la douane. La mission de la douane, c'est de contrôler la véracité de ce que vous avez déclaré. Comment il va le faire? Il doit confronter vos écrits avec la marchandise physiquement. Mais imaginez, vous avez un conteneur de 40 pieds. C'est 12 mètres. Si le vérificateur vous demande de sortir toute la marchandise pour qu'il voit ce qu'il y a là-dedans et de les remettre dans les conteneurs, ouais, ça va vous coûter combien? Mais c'est ce qui se faisait déjà avant. C'est ce qui se faisait dans ce temps. Maintenant, pour simplifier et faciliter, on nous a donné les scanners. C'est pour faciliter. Mais justement, au lieu de sortir toute la marchandise pour que le vérificateur puisse voir, non, les scanners passent, on scanne seulement. Et puis on voit les données que le scanner a données par rapport, on regarde les données que le scanner a données par rapport à celles que vous avez déclarées. C'est facile. Donc, mais je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent de ça. Pour vous, c'est un avantage ou un bien sûr, c'est une facilité et une simplification. Partout ailleurs. Mais madame, vous avez déjà voyagé. Quand vous arrivez à l'aéroport, est-ce qu'on ouvre seulement, on ouvre vos bagages? On n'ouvre plus. Ça passe par les scanners. Si votre marchandise, votre colis est ouvert, c'est qu'il y a quelque chose de pas conforme, de suspect. C'est la même chose qu'on a fait pour nous simplifier. Ça permet au vérificateur de traiter plusieurs dossiers en un jour, au lieu d'en traiter que 2 ou 3 en un jour.
Mais c'est déjà que la réalité sur le terrain, vous avez dit, il y a plusieurs services qui embêtent aussi le service de la douane. Est-ce que déjà vous avez vu, vous êtes allé parler avec l'autorité compétente qui peut mettre fin à ces... Moi j'ai été victime plusieurs fois quand je faisais Brazzaville. Je connais comment ça se passe. Mais est-ce que les autorités savent ce qui se passe là réellement? Vous arrivez avec la marchandise, il y a quelqu'un qui vous dit, Madame Yaka, Leka, dites-nous un peu. Est-ce que les autorités sont au courant de tout ça ou... On a fait des mémos, on a rencontré des autorités, on continue à les faire. Heureusement pour nous, nous sommes maintenant confiants qu'on est dans l'état de droit et que la loi sera appliquée comme telle qu'elle est explicitée dans le texte. Nous pensons que dans un délai bref... Vous pensez, est-ce qu'il y a déjà des mesures prises quant à ça? Nous allons vers les autorités pour présenter... Mais pas des solutions jusque-là. Je ne peux pas dire que les autorités n'agissent pas. Le problème parfois aussi, c'est le fossé qu'il y a entre l'autorité supérieure et ceux qui sont sur le terrain pour l'exécuter aussi. Parce que nous n'avons tous pas la même compréhension, la même vision du pays que nous voulons. Donc, je ne voudrais vraiment pas entrer dans la profondeur de ça, mais nous croyons fermement, mais comme nous sommes maintenant dans un état de droit, que les choses vont revenir dans l'ordre, comme c'était dans le passé. Et vous-même, personnellement, avez-vous des innovations pour améliorer ces secteurs respectifs? Oui, nous avons des innovations. Si nous sommes aujourd'hui regroupés en corporation, parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de... Comment je vais les dire? Des intrus dans la profession et qui ont commis aussi beaucoup de choses non conformes. Tant les importateurs en ont été victimes, tant l'État congolais aussi en a été victime. Alors pour que nous puissions travailler dans la conformité de la loi, le code de douane qui régit la profession, le fonctionnement de la profession, nous avons créé cette corporation. Et nous sommes en train de préparer un texte que nous allons soumettre au Parlement. C'est l'avant-projet de l'ordre des déclarants en douane. Donc, comme sont organisés les médecins, comme sont organisés les pharmaciens, tout ça. Demain, quand nous aurons les textes, nous pourrons exercer la profession de celui qui a un numéro d'ordre. C'est-à-dire quelqu'un qui est identifiable. Un entrepreneur qui crée une agence en douane, il veut agréer un déclarant. Ce déclarant, il ne peut engager un déclarant qui a un numéro d'ordre. Engager une personne qui n'a pas de numéro d'ordre, ce sera déjà une faute lourde pour cet entrepreneur. Et alors, si vous parlez de l'exonération, quelles sont les exigences ou les conditions à remplir pour être exonéré? Qui sont ceux-là qui peuvent bénéficier de ça? Oui. Les exonérations, dans toutes les nations, ça existe. Je prends par exemple chez nous, comme nous sommes un pays en voie de développement, nous avons besoin que les gens viennent entreprendre. L'État, dans sa politique, pour encourager les gens à entreprendre, a mis en place ce qu'on appelle les codes de investissement. Madame, vous avez $1 milliard dans votre compte qui dort, vous dites non, je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais le faire tourner. Vous montez un business plan que vous allez présenter à l'ANAPI. Si l'ANAPI agrée votre projet, c'est-à-dire qu'il trouve que c'est un projet qui est porteur d'emploi et d'avenir pour les Congo, il agrée et il va les soumettre au ministère des Finances et du Budget. Et le ministère des Finances et du Budget va vous accorder une exonération. Tout ce que vous allez importer pour soit construire ou installer les usines, tout ça, vont bénéficier d'exonération. Il y a aussi des exonérations dans les cadres des réciprocités entre les nations, c'est-à-dire les ambassades des pays qui sont installés ici, chez nous, ceux-là aussi bénéficient des exonérations. Vous avez aussi nos étudiants qui vont à l'étranger étudier. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas vraiment trop de bourses, mais dans son temps, il y avait des bourses. Quand un Congolais bénéficie d'une bourse et qu'il va étudier pendant 5 ans en Europe, les jours où il rentre avec ses effets qu'il a utilisés là-bas, il rentre au Congo, pas des effets qui ont des valeurs, qui ont des valeurs commerciales, mais des effets personnels. C'est-à-dire ce qu'il a utilisé, ses mobiliers, sa voiture, ses télés, tout ça. Il rentre avec, l'État lui accorde l'exonération. Donc, et il y a aussi l'armée qui a droit à l'exonération. Mais il y a aussi certaines marchandises qui sont déjà exemptées dans les tarifs.
Parce qu'il y a une différence entre l'exemption et l'exonération. L'exemption, ça dit, déjà dans la loi, on dit que telle marchandise ne paye pas les droits des douanes. Dans la loi. Mais l'exonération, c'est, vous soumettez un dossier qu'on va examiner. Si il est conforme, on vous accorde l'exonération. Voilà, c'est ça. Mais si Jacques, dites-nous un peu, pendant cette période de la pandémie, comment vous faites de choses? Parce qu'on sait que, disons, parlant du monde entier, on est dans les chaos. Comment ça s'est passé? Il est un fait que la pandémie a porté un coup dur au commerce international. Ce qui fait même que, sur le plan national, les recettes du trésor public relatives aux importations et exportations ont baissé. Nous faisons avec, on se contente de ce que... Mais ce que je félicite les Congolais, ce sont quand même découragés. Nos mamans, surtout qui font la Chine, Dubaï, ils se sont organisés. Vous savez, quand il y a une difficulté, les gens aussi réfléchissent aussi pour trouver comment contourner cette difficulté. Aujourd'hui, avec la pandémie, comme tout le monde ne sait pas voyager, c'est que j'essaie maintenant de nos mamans, ils se sont organisés en corporation. Nous sommes 15, nous réunissons l'argent, toi tu voyages, tu vas acheter pour tout le monde, tu fais 2-3 conteneurs, ça vient, et puis on continue à tourner. Ça au moins je félicite quand même les Congolais, nous sommes un peuple fort. Nous, bien que c'est difficile, mais nous donc même nous aussi, ça a impacté nos business. Donc aujourd'hui nous travaillons au ralenti. On espère que la situation va s'améliorer d'ici là, parce que le gouvernement est en train de prendre toutes les mesures. Et si les plans mondiaux aussi, l'OMS s'organise avec les vaccins, tout cela, nous croyons qu'on va quand même éradiquer cette pandémie pour permettre à ce que les affaires puissent se réunir. Parce qu'il ne peut pas y avoir trafic international quand les hommes ne bougent pas. Évidemment, aujourd'hui, nous avons les nets et consomment, mais les trains doivent être traités par un homme. Les véhicules, les bateaux, tout ça. Donc, on sait que c'est difficile, mais ça va passer. Mais c'est Jacques, devant cette caméra, il y a des gens qui vous suivent. Quel est, disons, lancer un message, surtout à ces commerçants qui vous suivent, en quoi ils peuvent espérer pour l'avenir concernant la douane? Ce que je vais dire, non seulement aux commerçants, mais nous tous, tout Congolais. Aimons notre pays et ayons l'esprit fiscal. Si tu arrives à acheter un véhicule qui vaut 100 000 $, et que pour la douane, tu dois payer 60 000, payez-le. C'est pour le bien-être des Congolais. Cet argent va servir demain à construire une école. Peut-être dans ton village, là où toi tu n'as pas construit. Et un enfant en sortira peut-être qui deviendra Premier ministre demain. C'est l'exhortation que je vais faire à tout le monde. Merci beaucoup, M. Jacques, de nous avoir honorés, moi et ma complice Myriam Vumbu qui est ici. Merci à vous tous qui étaient attentionnés sur cette émission. C'était vos questions et nous avons apporté la solution avec M. Jacques Matondo dans ce secteur des douanes que tout le monde s'est plaigné. Je pense que vous êtes satisfaits. Merci de nous faire confiance. Au revoir. Stay cold, cold, cold under the bright sky.